Donc, quels sont les défis spécifiques auxquels ils sont confrontés et comment pouvons-nous les surmonter? Donc, on va traverser ce panel avec 4 différentes organisations qui sont ancrées donc, en Afrique et ailleurs, qui soit sont des organisations qui sont des organisations intermédiaires, donc qui reçoivent du financement et qui en redonnent, ou alors qui sont des organisations qui sont principalement, qui ont une mission philanthropique principalement. Donc, je vais vous présenter les différents intervenants. Mais avant ça, je vais juste peut-être m'ancrer moi-même dans cette conversation. Pourquoi c'est moi qui serai votre modératrice pour cette conversation. Donc, Fabiola Misero, co-initiatrice de l'UIF, mais également, je travaille beaucoup sur toutes les questions de ressources et de mobilisation des ressources, donc réfléchir à comment on intègre justement cette notion de décolonialité et de féminisme dans la répartition des ressources. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de travailler avec deux organisations déjà ici présentes que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter donc les panélistes. Donc, je vais commencer avec Kayassi. Donc, Kayassi qui est coordinatrice plaidoyer Afrique de l'Ouest pour Equipop. Sa mission consiste à élaborer et mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer et en appui aux OSS partenaires d'Afrique de l'Ouest et au niveau régional, national et international. Elle accompagne la mobilisation des acteurs et actrices pour créer un environnement institutionnel et politique favorable aux droits humains, en particulier aux droits des femmes et le respect de ceux-ci en matière de santé sexuelle et reproductive. Portée par un engagement féministe, Kaya a exercé en France et en Afrique dans les secteurs de la protection de l'enfant, de la lutte contre les violences basées sur le genre et la prise en charge donc elle a fait la formation de professionnels, la prise en charge psychologique des victimes de violences sexuelles, notamment en Mauritanie, la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants à Madagascar et la résilience face au changement climatique au Togo. Donc, merci d'être là, Kaya. Ensuite, je vais présenter Stéphane Simporé, dont j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un des mandats que j'ai partagé avec son organisation. Donc, Stéphane Simporé est un féministe queer burkinabé passionné par la communication, la littérature et les conversations politiques et la recherche sociale innovante sur le genre, le développement du mouvement queer en Afrique. Il a dirigé plusieurs projets de recherche et de documentation féministe communautaire et des communications au niveau national et régional concernant les droits sexuels et reproducteurs, car il aime poser des questions et apporter des réflexions et des alternatives sur des mouvements sociaux en Afrique, la décolonisation, la masculinité, l'analyse du pouvoir dans son travail. Que Laurence est aussi là, présente avec nous, est titulaire d'un master en droit public comparé européen de l'Université de la Sorbonne à Paris. Elle est juriste et elle travaille actuellement comme responsable de la Justice Racial and Social au Digital Freedom Fund. Elle co-dirige le processus EDRI, donc le droit, EDRI, une organisation, elle dirige l'initiative Digital Right for All, donc les droits digitaux pour tous. Elle fait partie du magazine Assigné et cofondatrice du festival des films Wxoul, Wourol de race dans le droit et a écrit des articles sur des sujets pour des journaux français et allemands. Elle parle français, anglais, allemand et est basée à Berlin. Enfin, la dernière personne n'est pas la moindre, Dina Bandiaï, donc, qui est actuellement la coordinatrice nationale du bureau Sénégal d'ONU Femmes, fonction qu'elle occupe depuis juillet 2017, Gender Equality Development. Titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et d'un master en gestion des projets, a commencé sa carrière professionnelle en 1990, évaluation de projets, de programmes de développement d'envergure internationale et nationale. Elle a assuré la mise en œuvre de programmes de développement financés par différents partenaires, dont l'Union européenne, la Banque mondiale et d'autres grandes institutions. Elle a beaucoup contribué au renforcement du mouvement féminin et du mouvement des jeunes féministes. Son engagement en faveur de l'autonomisation économique des femmes est significatif. Donc, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Je n'ai presque plus de souffle, donc j'ai hâte de commencer à vous faire parler. Et félicitations à toute l'équipe de Jigéen Sénégal qui a pu organiser cette importante session. Pour la première fois, je vois l'engagement et le militantisme de beaucoup d'organisations au niveau africain. Ça va au-delà du Sénégal et je réitère encore l'engagement et la disponibilité de ONU Femmes à accompagner ce mouvement. Donc, juste pour revenir au panel, en parlant de financement et comment remettre en cause les systèmes de financement
pour les femmes, je pense que c'est assez important. Si je remonte à l'expérience, hein, c'est l'expérience qui va parler. Avant, on parlait de l'intégration des femmes dans le développement. Il y avait des instruments de financement juste pour permettre aux femmes d'avoir des activités économiques autour de l'agriculture, de la transformation des produits céréaliers, etc. Et tout. Et à côté, on voyait les hommes qui se sont organisés dans des organisations de producteurs, d'organisations socio-professionnelles, et ces organisations bénéficiaient de grands financements pour accéder aux équipements, accéder aux intrants de production ou bien pour la transformation. Et on se rendait compte qu'au fur et à mesure, la femme continuait à avoir de petites activités autour du ménage et juste pour subvenir aux besoins de la famille. Au fur et à mesure, ça progresse et les femmes ont continué à s'organiser aussi. Et même au niveau des organisations, des groupements, c'est encore des microfinancements qui se développaient. Beaucoup d'instruments ont été développés au Sénégal et dans les pays africains. C'était juste pour répondre aux besoins immédiats des femmes, des petits crédits à travers leurs petites expériences de tontine, etc. Et ça ne règle pas toujours le problème des femmes. Parce qu'il suffisait juste de travailler, de produire, de rembourser le crédit. Et aussi, il y avait un problème de capacité. La femme ne pouvait même pas faire la différence entre le capital et le bénéfice. Avec tout le poids social aussi qui pèse sur la femme, finalement, elle ne se retrouve avec rien et les femmes se sont retrouvées surendettées. Ça, il faut le reconnaître. Et actuellement, maintenant, il y a beaucoup d'instruments aussi qui se sont développés, mais je pense que le problème reste toujours entier. Parce qu'il manque de formation d'abord. Il faudrait développer toute une stratégie de former les femmes pour qu'elles puissent gérer le crédit. Heureusement qu'il y a beaucoup de jeunes femmes entrepreneurs maintenant qui se mobilisent dans la formation, dans l'organisation, dans l'accompagnement des femmes. Mais si on voit la réalité classique, les instruments qui existent ne répondent toujours pas encore aux besoins spécifiques des femmes dans les différents domaines. Et ce qui a engendré, surtout en milieu rural, le surendettement des femmes. Nous, on le voit sur le terrain, parce qu'il y a des microcrédits, les mutuelles s'installent, etc. Et chaque organisation prend du crédit, pensant qu'on va pouvoir travailler de ce côté et rembourser de l'autre côté. Donc je pense qu'il est temps, comme vous l'avez dit, de remettre en cause les systèmes financiers qui existent et de voir aussi comment adapter la réalité des instruments financiers aux besoins spécifiques des femmes dans tous les domaines. On va y revenir dans une autre question. Je vais présenter peut-être une expérience qui a permis quand même de donner au moins la parole aux femmes en mettant en place les stratégies de crédit. Merci. Quelqu'un d'autre pour cette question aussi? Pourquoi c'est important de remettre en cause? Parce que les systèmes de financement tels qu'ils sont organisés aujourd'hui ne sont pas neutres. Ils reproduisent des schémas de pouvoir qui sont des schémas de pouvoir patriarcaux, qui sont des schémas de pouvoir coloniaux. Et malgré ce qu'ils peuvent affirmer en façade, ce qu'ils visent à faire, c'est en fait à maintenir un status quo qui exploite. Et on le voit bien parce que les manières dont les financements sont organisés font écho aux structures patriarcales. C'est-à-dire que la structure patriarcale, ce qu'elle crée, et l'une de ses fonctions principales, c'est de maintenir les personnes qui sont assignées femmes à un rôle de service qui permet la reproduction sociale. C'est-à-dire qu'elles vont s'occuper des enfants, elles vont s'occuper de la maison, elles vont s'occuper du fait que les gens soient soignés émotionnellement, etc. Donc en fait, le rôle des femmes en premier lieu et le rôle qu'on leur assigne avec leur genre, c'est un rôle de service pour les autres, pour que la société puisse continuer à fonctionner. Que font les financements ? Quand on voit, et la recherche du Black Feminist Fund est cruciale en la matière, que les financements que reçoivent les mouvements féministes noirs sont d'abord des financements de services, donc des financements par projet. Par projet, c'est-à-dire on devient des prestataires de services. Parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas l'autonomie de choisir ce qu'on veut faire. On essaye de fixer ce qu'on veut faire dans la vision de quelqu'un d'autre.
Ça, c'est reproduire la vision patriarcale de la société, et c'est aussi une vision coloniale, sachant que les deux se nourrissent l'un l'autre. Les financements structurels, à l'inverse, ça permet de créer une autonomie. Et pas juste les financements structurels de 1 an, parce que 1 an, en fait, on est toujours dans le stress et on a toujours une logique de la précarité, en fait, en soi. Parce que je pense que c'est pas tant que les gens doivent apprendre, c'est qu'ils doivent avoir le temps de pouvoir redévelopper des capacités à faire autrement. Quand on a été habitué à ne pas avoir l'argent, les premiers instincts qu'on a, même quand on reçoit l'argent, c'est d'essayer d'économiser ou de repartir dans des logiques de service. C'est-à-dire qu'on est « oh, mais cet argent-là, je ne le mérite pas » et on va essayer de la redistribuer autre part. Et en fait, quel est le temps long dans les financements dont on aurait besoin pour que les groupes féministes puissent en fait développer leur autonomie, leur propre stratégie, une manière d'être au monde qui ne soit pas au service d'autres personnes que d'elles-mêmes et qui crée une vision du monde où en fait être une femme noire, être une personne assignée femme noire à la naissance, ce n'est pas être la mère de tout le monde et uniquement la mère de tout le monde. Et ça, pour que cette révolution-là, elle arrive, et ça serait une révolution pour le monde, et ça serait une révolution pour le monde vers le mieux, bien sûr. Pour que cette révolution-là, elle arrive, il faut des financements qui permettent ce changement de mentalité, qui n'est pas un manque d'imagination des féministes noires, qui n'est pas un manque de connaissances, c'est juste un manque de ressources qui permettent d'être dans la situation pour se projeter. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important la remise en cause, selon moi. Merci beaucoup, Laurence. Peut-être pour compléter, moi j'irais plus sur quelque chose qui s'inscrit dans le contexte dans lequel on est. Aujourd'hui, contexte particulier, je dirais de backlash, où on voit une opposition forte, violente, des mouvements conservateurs, mouvements anti-droit qui s'agitent et qui, eux, sont extrêmement bien financés comparativement aux organisations et aux activistes féministes et qui s'emploient à pouvoir détricoter toutes les avancées acquises de longue lutte et voire même jusqu'à mener des reculs significatifs sur les droits des femmes et les droits des personnes marginalisées. Et ça, on le voit de manière significative dans différents espaces, des espaces bilatéraux, des conférences internationales, où c'est une espèce d'œuvre collective avec des dynamiques improbables d'alliances d'États. Et l'Afrique est une véritable cible à l'heure actuelle, le monde entier, mais particulièrement l'Afrique, de ces mouvements anti-droit, et qui a, notamment sur les questions de droit à la santé sexuelle et reproductive, qui m'anime particulièrement, notamment au sein d'Equip-Up, un enjeu à pouvoir pousser, s'activer, puisque les recherches féministes montrent de manière significative que ce sont les organisations féministes sur les différents territoires qui ont un impact concret de transformation sociale et qui, comme l'a très bien décrit Awa Diop tout à l'heure, sont sous-financés, pas financés, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, mais il y a une question de moment aussi où je pense qu'il faut avoir ce sursaut collectif pour pouvoir mobiliser encore davantage de fonds qu'on ne le fait maintenant. Merci Kaya. Alors déjà, pour moi, cette question, elle est importante dans le sens qu'il faut voir la question sous deux angles, parce que nous parlons du secteur de la philanthropie. Premièrement, je voudrais déjà questionner même le titre de la question, parce que vous savez que la philanthropie aussi s'articule sur des mots, et les mots attirent l'attention de la philanthropie pour prioriser telle ou telle question. Et quand on parle de femmes, qu'est-ce qu'on veut dire par là et groupes marginalisés? Je pense aussi qu'il faut être, en tant que personne travaillant spécifiquement sur les questions queer, il faut être honnête en reconnaissant les femmes LBQ, donc les femmes lesbiennes, les femmes trans et tout ce qui va avec. Et donc reconnaître effectivement qu'il n'y a pas donc les femmes
authentiques et des femmes qui ne le sont pas. Donc, toutes les femmes sont valides et toutes les personnes qui se revendiquent comme femmes sont effectivement valides. Ça, c'est déjà le premier point que j'aimerais attirer parce que ceci est très important dans le secteur de la philanthropie, le vocabulaire. Et deuxième point également, ce que je veux nommer, c'est qu'effectivement, il est important de déconstruire l'approche en ce moment. Je me rappelle quand, il y a une dizaine d'années de cela, quand je commençais à travailler à Queen, Queer Africa Youth Network, qui effectivement, qui a été fondée par Maria Marmisen, qui est dans la salle, qui a été la première organisation pourvoyeuse de ressources aux femmes LGBTQ en Afrique de l'Ouest, mais aussi au Cameroun, avait une approche effectivement décolonisée, dans le sens que l'idée c'était de permettre aux organisations d'élaborer à elles-mêmes leurs propres besoins et donc de recevoir le financement. Cela veut dire quoi? Les organisations, Queen ne décidaient pas du tout des priorités de financement, donc du plan d'action des organisations. Ce sont les organisations elles-mêmes qui décidaient de leur plan d'action et ce qu'elles voulaient faire était directement sous-subventionné par Queen. Cela était surprenant parce qu'effectivement, il y avait des activités comme des matchs de football, des soirées galas, des soirées récréatives, que des bailleurs de fonds traditionnels ne faisaient pas du tout. Parce que vous, comme ma collègue du panel l'a dit, on était plus dans une action de subventionnement de la prestation de services. Alors que nous étions dans une approche d'autodétermination. Et tout ce que vous voulez faire comme action est valide, parce que le bien-être, assister à un match de football, organiser un match de football, faire une soirée dansante, est OK. Awa Fall Diop et Maria Marmisen l'ont dit, à quoi sert une révolution si on ne peut pas danser? Et je pense que la révolution commence par la danse. Et donc, du coup, tous ces éléments étaient importants. Et donc, quand j'ai rejoint l'ISDAO, qui est un fonds justement participatif, notre approche, effectivement, c'est cela. Nous faisons du subventionnement participatif, c'est-à-dire que ce sont les activistes qui définissent les priorités du mouvement et qui financent ceci. Je suis dans l'équipe de l'ISDAO, mais je ne décide pas du tout du financement. Je n'octroie pas de subventions. C'est pas moi qui décide ou mes collègues qui décident de quelle subvention il faut. À quel groupe est-ce qu'il faut financer? C'est les activistes qui décident du financement et donc qui décident où vont les ressources. Donc justement, le système doit changer parce qu'effectivement, il doit déconstruire le pouvoir du financement. Donc que les organisations donc, de femmes queer puissent décider de leurs priorités, autodéterminer ce qui est OK pour elles, y compris la question de plaidoyer, donc de bien-être et ce qui est valide également. Parce que aussi, reconnaissons que ce sont le financement qui décide des priorités. Mariam disait récemment qu'aujourd'hui, si on décide qu'il faut travailler sur le cœur, on va travailler sur le cœur. Si on décide qu'il faut travailler sur le rein, on va travailler sur les reins. Ceci n'est pas OK, alors que ceci n'est pas notre priorité du moment. Donc, les organisations du Sud, donc du continent, ont leurs priorités et il faut écouter leurs priorités. Et c'est cette approche que nous engageons à l'ISDAO et que nous essayons aussi de faire comme plaidoyer philanthropique avec d'autres bailleurs de fonds pour les amener à revoir leurs pratiques problématiques et patriarcales. Merci Stéphane. Merci. Je vais retourner vers Kaya. J'ai une question précise pour toi. Et donc, ma question, c'est de quelle manière devons-nous repenser les partenariats et les collaborations existantes afin de soutenir de manière efficace, équitable et durable les groupes de femmes précaires et les groupes de genres marginalisés dans leur quête de financement? Et je pense qu'on a commencé déjà à aborder un petit peu cette question-là. Et je ne sais pas si tu as quelque chose que tu aimerais rajouter, renchérir dans la continuité de cette conversation. Tu as parlé tout à l'heure de bailleurs intermédiaires. On n'aime pas trop se qualifier comme ça, mais on va... de manière schématique, se qualifier comme ça. On est une organisation internationale féministe, Solidarité internationale féministe. Et on a aussi comme axe fort de mobiliser des ressources à destination d'activistes ou d'organisations féministes en Afrique de l'Ouest, avec historiquement des relations de partenariat très proches avec des petites et moyennes organisations qui manquent de moyens.
Et Equipop existe depuis une trentaine d'années. Alors moi, je n'y suis pas depuis 30 ans, mais voilà. Existe depuis une trentaine d'années, collabore en Afrique de l'Ouest depuis ce temps. Et au fil du temps, on s'est aussi nous-mêmes questionnés sur notre approche et la manière dont on collaborait avec les partenaires. Ce qui nous amène aujourd'hui à travailler autour de partenariats stratégiques. On les a nommés comme ça. Et qui s'appuient sur un dialogue étroit avec un certain nombre d'organisations, mais aussi des activistes dans 8 pays, et qui est fondamentalement basé, et ça je pense que c'est très important, sur la confiance et le partage de valeurs communes sur cette question des DSSR. Et c'est ce qui fait que, et là je rejoins Stéphane sur le fait que on laisse à nos partenaires la possibilité de désigner l'affectation de ces fonds. C'est-à-dire que si l'organisation estime que c'est un besoin RH, un besoin structurel, ou mettre en place des activités, ou acquérir un terrain parce qu'il y a une nécessité de locaux, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur l'expertise et la compréhension à la fois des environnements et des besoins spécifiques pour faire avancer les choses. Donc moi, le maître mot, je pense, c'est ces relations de confiance, dialogue régulier, parce qu'il faut sortir aussi de cette dynamique-là je sais pas, donneur-donnant, rapport hiérarchique et tout ça. Je crois qu'il faut revenir vers une position d'humilité et faire confiance à ceux avec qui on tisse des alliances profondes. Et certaines sont là aujourd'hui, donc voilà. Donc je vais peut-être m'arrêter là. Et puis... Merci. Le genre, donc les femmes et les genres marginalisés, ne deviennent simplement un outil de financement, tout en luttant donc pour maintenir leur intégrité et leur autonomie dans le mouvement féministe. Donc comment on peut garder cette intégrité par rapport aux femmes et aux genres marginalisés sans que ce soit un outil de financement? Une bonne analyse de genre. Je pense que notre professeur Fatou Sow ce matin a abordé la question. Le genre même est en train de galvaniser le féminisme, le mouvement féministe. Alors que c'est le mouvement féministe qui doit prendre en charge cette question, avoir une bonne analyse de genre et pouvoir déterminer les besoins. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faudrait aller d'abord vers l'analyse. Il faudrait que le mouvement féministe puisse porter l'analyse de genre et identifier les besoins spécifiques qui permettent de rétablir, je dirais, de rétablir l'inégalité et aussi innover en termes de financement. Si je prends l'exemple au niveau des Nations Unies, de plus en plus, on cherche à signer des contrats de partenariat. Il faudrait que les mouvements féministes prennent en charge l'exécution des financements. Ça veut dire qu'il y a une analyse de base, il y a une prise en charge des questions, il y a une maîtrise de la situation et maintenant ce sont ces mouvements-là qui devraient pouvoir répercuter les financements à la base ou bien porter les questions spécifiques des groupes je ne veux pas utiliser le terme marginalisé, mais au moins des populations vulnérables, et dans toutes les catégories. Et pour cela, je pense, comme on a dit, il faudrait que de plus en plus qu'il y ait ce partenariat. Ce n'est plus un financement qui vient du haut et qui détermine c'est dans telle localité, c'est dans telle problématique qu'il faudrait qu'on exécute les financements. Mais c'est depuis la base. Il faudrait partir de l'assessment, de la situation de référence qui est portée par les mouvements. De plus en plus, nous voyons que ce n'est plus seulement une petite catégorie d'ONG qui exécute les projets, mais de plus en plus, c'est des organisations de jeunes, c'est des organisations de femmes, c'est le mouvement féministe qui porte les questions et qui veulent rétablir cette inégalité qui existe entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait développer des stratégies de financement, comme j'ai dit, sur le partenariat. J'ai entendu le terme confiance, dialogue régulier, etc. Et aussi même chaîne de résultats. Pourquoi ne pas que les mouvements féministes portent des projets avec une théorie de changement, une chaîne de résultats, et à ce moment-là, ce sera une négociation.
Et de plus en plus, ce que nous voyons aussi au niveau même des philanthropes et des organisations de financement, c'est des problématiques qui sont identifiées. On n'est plus dans la logique de dire que nous allons au Sénégal ou bien en Afrique, par exemple, une coopération arrive et qui disent que je veux exécuter tel projet de telle manière avec l'ensemble des résultats. C'est des problématiques qui sont identifiées, des enveloppes de financement. Maintenant, il revient au mouvement et aussi aux partenaires qui appuient ces mouvements-là de les accompagner pour capturer les financements et de les exécuter. Et il faut aussi aller vers l'évaluation. De plus en plus, les financements sont motivés par les évaluations et qu'est-ce que ce financement a apporté comme changement. Ce n'est pas seulement des infrastructures, etc., mais de plus en plus, comme on le voit dans ces mouvements, c'est les changements de comportement, c'est la réorganisation de la société, comme on l'a dit, c'est le repositionnement aussi de la femme en tant qu'acteur dans la société. Et je pense que ce sont toutes ces problématiques qu'il faudrait faire porter aux organisations féministes et que ces organisations féministes soient autour des tables de négociation et contribuent aussi à la planification stratégique. Je prends juste, même si c'est ONU Femmes, si ONU Femmes doit faire son plan stratégique, intégrer les organisations de femmes en termes de consultation et qu'on puisse porter ces problématiques dans notre plan stratégique qui va être porté au-delà de ONU Femmes et pour pouvoir mobiliser des financements. Maintenant, le financement doit aller avec la réalité et avec les porteurs de projets en tant que tel. Merci beaucoup. Pour toi, Stéphane, tu as parlé tout à l'heure du financement participatif auquel donc, ton organisation ISDAO a mis en place pour s'assurer donc que ce soit les personnes qui sont directement bénéficiaires de financement qui décident comment le financement est octroyé et décidé. On a beaucoup parlé des difficultés des groupes de femmes pour avoir du financement, notamment quand on parlait tout à l'heure de où est l'argent pour les groupes de où est l'argent pour les femmes noires avec le Black Feminist Fund. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse élargir cela et comprendre aussi, peut-être nommer ou parler également des défis auxquels sont confrontés les groupes de genre marginalisés dans leur recherche de financement en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. À travers donc le rapport déjà de Black Feminist Fund, le mouvement général des femmes est sous-financé, on le sait. Le mouvement des femmes noires l'est encore. Et le mouvement des femmes noires, queer et trans l'est encore plus, on le sait. Et plus encore, le mouvement des femmes noires, queer, vivant dans les milieux les moins servis, c'est-à-dire milieu rural, est encore pire. Donc, oui, ça c'est déjà un défi, parce qu'il y a une hiérarchisation déjà de l'accès au financement et l'intérêt que le secteur de la philanthropie porte sur les personnes, les femmes LGBTQI et les personnes trans en général. Mais déjà, il faut reconnaître que le secteur, on le sait déjà, le secteur de la philanthropie est très patriarcal. Ça, c'est une évidence, on le sait. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle, et c'est une évidence aussi, le complexe de la colonisation qui est là, donc la dynamique coloniale du financement, parce que d'où viennent les ressources, effectivement. Les ressources viennent effectivement, donc la plupart du temps, des bailleurs de fonds justement occidentaux et donc qui financent avec, donc bien entendu, leur culture impérialiste. Mais l'un des défis également que je veux surtout nommer, c'est que au sein même du mouvement LGBTQI, il y a des spécificités. Et ces spécificités ne sont pas suffisamment regardées donc, dans leur diversité. Je parlais par exemple tout à l'heure des femmes LGBTQI qui vivent en milieu rural, des femmes LGBTQI qui ne savent pas lire et écrire. Or, le secteur de la philanthropie, on le sait, effectivement, continue de mettre l'accent et la visibilité sur les personnes instruites. Et même la façon dont vous approchez le financement, il faut savoir remplir cette proposition, ce canevas de proposition. Et si vous ne savez pas lire et écrire, bon, c'est tant pis pour vous. Il y a ceci. Mais aussi, la question même du financement novateur. Par exemple, on vous dira que si vous voulez travailler sur l'art, la culture, vous n'êtes pas valide. Il faut forcément être dans le militantisme traditionnel, c'est-à-dire créer une association avec un bureau, une directrice exécutive, voilà, chargée de programme, être dans le traditionnel. Donc ceci aussi est une limite. Donc non seulement parce que
si on n'a pas envie de travailler ceci, on n'a pas accès au financement. Et aussi, cela limite effectivement le champ d'action des personnes. Mais un des défis majeurs que je voulais nommer est la suspicion systématique aussi que les femmes noires subissent dans le secteur philanthropie. C'est-à-dire que quand on regarde de manière générale dans le secteur philanthropique, dans l'octroi de subventions, on fait plus confiance aux femmes blanches qu'aux femmes noires. Parce que vous, quand on vous demande donc de justifier les ressources, vous devez vous battre plus. Et on doute toujours de votre capacité. Vous devriez prouver plus votre capacité. Et ça l'est encore plus pour les femmes queer. Parce qu'on vous dit toujours, oh, est-ce que vous êtes en mesure de faire ceci? Est-ce que vous êtes en mesure de faire cela? Donc on n'a même pas confiance à l'autodétermination des femmes queer et des personnes trans. Et ceci est un défi majeur dans l'accès au financement. Parce que vous devriez toujours justifier pourquoi votre projet est valide ou pas, et à la moindre erreur, bon, c'est même pas une erreur, à la moindre incompréhension donc du bailleur de fonds, votre subvention est remise en question. Et Laurence parlait effectivement de la question de l'accès au financement multi-annuel. On le sait déjà, les ressources sont extrêmement rares et quand elles sont là, c'est juste pour 6 mois ou 1 an, pas plus. Donc si vous avez un projet que vous voulez adresser, un projet de plaidoyer, le plaidoyer, ça ne se dessine pas en 6 mois. On ne déconstruit pas le patriarcat en 6 mois. Le patriarcat se construit durant des siècles. Donc comment voulez-vous qu'on déconstruise quelque chose qui s'est établi durant des siècles en 6 mois? Donc le financement aussi n'est pas réaliste par rapport à cette question. Et rapidement pour terminer, c'est la question même donc de l'autodétermination des personnes. Donc comment est-ce qu'on s'assure que le financement est axé justement à l'autodétermination des personnes? Et l'un des défis effectivement, c'est que les ressources ne vont pas vers les questions d'autodétermination. Donc plus vous avez un projet de prestation de services, mieux vous êtes plébiscité. Et ça c'est un problème effectivement parce que lorsque vous voulez aller vers des projets donc de réflexion, des projets donc de bien-être, les bailleurs de fonds trouvent que ceci n'est pas quantifiable, ceci n'est pas mesurable. Et alors que justement les personnes queer, les femmes queer et les personnes trans, l'une de leurs priorités effectivement, c'est avoir accès à ces espaces, à des stratégies justement, bon, je ne dirais pas stratégie parce que ça c'est un problème, donc à la guérison et au bien-être, parce que la guérison et le bien-être ce ne sont pas des stratégies, c'est une composante à part entière donc du mouvement. Et ceci a besoin effectivement d'une part, pas totalement de ressources financières. Et les bailleurs de fonds effectivement sont réticents à financer ces questions. Donc ceci est une grosse limite effectivement au sein donc du mouvement. Et donc pour terminer, la question donc du secteur du milieu rural, comme je le disais, est extrêmement important, et la question de l'éducation, parce que effectivement, si vous n'êtes pas suffisamment instruite ou instruit, vous n'avez pas accès aux ressources. Et on sait par contre que la plupart des personnes, des femmes queer visibles justement, sont des personnes qui n'ont pas suffisamment accès à l'éducation coloniale, je précise, à l'éducation, parce que être éduqué ne veut pas forcément dire savoir lire et écrire ou être intelligent. Une personne disait cela tout à l'heure. Est-ce que être intelligente, ça veut dire savoir lire et écrire? Non, ce n'est pas le cas. Et elles savent très bien articuler leurs besoins, mais malheureusement, le secteur du financement n'est pas suffisamment ouvert justement à prendre cette diversité de voies et d'expériences à financer. Voilà, c'est l'une des limites majeures. Accès au financement, donc il y a différentes choses, mais principalement il y a la classe et le capacitisme qui rentrent en jeu. Donc pour ma dernière question va vers toi, Laurence. Tu as grandement défendu la question de la décolonisation du financement au sein de ton organisation. Tu as commencé par analyser en interne comment ces principes se reflètent dans la structure de votre organisation et comment ça se reflète également dans votre manière de travailler. Et donc, ensuite, tu as cherché à comprendre comment cela affecte la manière dont vous financez les organisations. Donc, j'aimerais que tu nous partages certains des apprentissages que tu as faits lors de cette de ce long travail. Adresser les dynamiques coloniales dans les financements à visée caritative, c'est poser la question de la philanthropie et de son existence. C'est-à-dire pourquoi y a-t-il une philanthropie,
comment tout cet argent a été accumulé, d'où vient toute cette richesse, qui l'a produit, qui en profite, quelles sont les origines historiques. Donc, on a parlé de la traite transatlantique, on parle aussi bien sûr de la colonisation et de ses impacts encore aujourd'hui et de ses renouvellements sur le continent et sur tous les continents. Et donc il n'y a pas... Poser la question des financements et de leur colonialité, c'est poser la question de est-ce que vous êtes des bienfaiteurs quand vous nous donnez l'argent, et est-ce que nous en tant que fondation on est des bienfaiteurs quand on donne de l'argent, ou est-ce qu'il faut changer de prisme et penser à la réparation? Est-ce qu'en fait vous ne rendez pas l'argent à qui elle appartient au final? Est-ce que c'est pas rendre l'argent? Et si on change de prisme et qu'on dit il faut rendre l'argent, alors pourquoi on est en position de mettre les conditions? Comment, toutes les points que vous avez adressés, Stéphane, ils sont là. C'est qui choisit, qu'est-ce que c'est qu'un impact? Pourquoi on choisit ce genre de mesures? Qui peut décider de combien, pour combien de temps, etc. Qui vous a mis au pouvoir de faire ça? Et en fait, une fois qu'on réinterroge ça, on a l'impression un peu qu'on ne sert à rien, ce qui est vrai. La philanthropie, c'est masquer un système capitaliste, et c'est sa fonction principale. Donc dans un monde juste, en fait, il n'y a pas de philanthropie. Et ça veut dire aussi, pour toutes les fondations, notre rôle, c'est de travailler à notre propre abolition. C'est-à-dire comment on travaille à disparaître. Et comment on travaille à disparaître de manière à ce que on disparaisse, parce qu'il y a certaines initiatives actuellement qui décident de donner tout leur argent d'un seul coup, ce qui peut être une tentative. Avec cette approche-là, cela dit, c'est s'abolir avant d'avoir aboli le capitalisme. Donc ça a certaines limites, c'est-à-dire que pour beaucoup d'organisations qui comptent sur certains bailleurs de fonds qui ont des approches progressistes, qui ont des approches transformatives du financement, si tous ces bailleurs de fonds-là décident du jour au lendemain de disparaître, en fait, qui reste-t-il? Donc, en tant que bailleur de fonds, quand on change de prisme et qu'on pense que notre rôle, c'est de réparer le mal qui a été causé et qui a conduit à notre accumulation de richesses, il y a deux choses qui s'imposent à nous. C'est déjà de changer donc les structures de financement, mettre en place des financements participatifs, changer l'approche qu'on a sur la question des impacts et arrêter le court-termisme, être plus dans des logiques d'autodétermination et créer des espaces où cette autodétermination peut voir le jour, et changer les modalités en général de financement dans leur hauteur, mais aussi dans leur durée. Mais c'est aussi faire beaucoup de plaidoyer. Parce que c'est faire du plaidoyer au sein des autres financeurs. C'est-à-dire, nous, par exemple, à DFF, on est un financeur intermédiaire. Donc l'un de nos rôles, c'est de parler aux gens qui nous financent et de leur dire, en fait, comment vous donnez de l'argent? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et avec qui vous parlez? Et quelles sont vos problématiques? Et comment vous les décidez? Pourquoi vous partez en retraite et vous êtes tous blancs et vous partez en Norvège pour décider de comment vous allez distribuer de l'argent en Afrique? Peut-être il y a un problème là. Ce genre de choses. Donc en fait, ça c'est un rôle hyper important, le rôle du plaidoyer, mais c'est aussi vraiment reconnaître les relations de pouvoir. Parce que bien sûr, il faut avoir des relations de confiance, mais pour que ces relations de confiance soient installées, il faut que personne ne joue un rôle d'hypocrisie. On n'est pas dans une position de pouvoir équivalente, juste parce que, bien sûr, maintenant, on peut avoir... oui, et c'est en complément de ce que vous dites, c'est pas en contradiction. Oui. Mais bien sûr que là, par exemple, d'IFF, on est dans une dynamique de changer notre manière de faire les financements. Mais si demain on décide de changer de stratégie, ce que font toujours les financeurs, ils ont une stratégie pendant 5 ans et puis du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi ils ont changé de stratégie et tout le monde doit s'adapter. Et ben, les personnes peuvent dire oui, mais on avait une relation de confiance. Ok, super, on a topé, mais en fait, on a décidé de redistribuer l'argent autre part, c'est fini. Donc en fait, mettre à jour les relations de pouvoir, mettre en place des structures qui justement créent la redevabilité, c'est-à-dire empêchent ou limitent la possibilité pour les bailleurs de fonds de changer d'avis comme ça du jour au lendemain. Et comment on crée ces structures-là et comment on imagine des financements qui créent ces structures-là, qui permettent de
travailler vers notre abolition, ce qui est important et ce qui est le but ultime, sans se démettre de nos responsabilités, c'est-à-dire maintenant qu'on a accumulé cet argent-là et qu'on l'a, c'est un peu trop facile de se dire ah ben voilà, maintenant on a distribué, on s'en va, sans prendre en compte en fait les conséquences que ça peut avoir sur le terrain. Donc ça c'est un peu les réflexions. Et aussi important, c'est que on peut pas avoir une approche anticoloniale, c'est-à-dire adresser les rapports de pouvoir structurels qui font que les personnes sont déplacées, qu'il y a un extractiviste des minéraux dans certaines régions du monde pour le profit de certaines autres régions du monde, et que ces processus-là, historiquement, créent une accumulation indue des richesses. On ne peut pas adresser ça dans des structures qui fonctionnent de manière coloniale, donc qui reproduisent ce genre de choses. Donc un financeur qui dit on a une approche décoloniale, mais quand vous voyez comment il fonctionne, vous voyez que c'est des approches coloniales, bien sûr que ce lien de confiance-là, encore une fois, il peut pas être créé. Donc c'est aussi quel genre de structure, quel genre de financeur, et comment on transforme ces structures pour pouvoir être des financeurs qui servent à quelque chose et pas qui prétendent servir à quelque chose en demandant juste aux gens de produire des rapports pour rien. Parce que c'est ça. Voilà. Merci Laurence. Alors on va ouvrir la période des questions. Moi je salue toujours dans ma langue maternelle, c'est Mbembe Kiri. Et on répond Kiri Mbembe Kiri. Voilà, merci. Je suis Caroline Veng, je suis du Cameroun et l'actuelle présidente du réseau des jeunes féministes d'Afrique centrale. Merci pour ce panel, c'est un de ceux que j'attendais le plus. Merci à chacun d'entre vous, notamment à Stéphane qui a abordé plusieurs points, même s'il mettait l'accent sur les femmes lesbiennes et trans, mais de manière générale, c'est ce que nous vivons aussi. J'avais une question pour chacun et chacune d'entre vous sur le panel. C'était, moi je travaille avec les femmes réfugiées et migrantes depuis plus de 10 ans, et notamment les femmes réfugiées urbaines et les migrantes, celles qui sont de retour. Et souvent, justement, elles ont du mal à avoir accès au financement, justement parce que beaucoup d'entre elles sont soit analphabètes dans le sens colonial du terme, si on peut aller comme ça. Et donc, même au niveau de leurs organisations, qu'elles arrivent à avoir, qu'elles soient légalisées ou pas, elles arrivent à avoir du mal à avoir vraiment accès au financement et encore plus à l'autodétermination. Comment est-ce qu'à travers vos organisations, pour celles qui ont des fonds, et au travers des actions que vous menez, que ce soit le plaidoyer, vous assurez que ces femmes soient prises en compte? Je termine par un exemple. On a actuellement une organisation de femmes migrantes en Tunisie qui ont un problème d'accès au financement avec le problème urgent qu'on sait qu'il y a, parce qu'on estime qu'elles n'ont pas la capacité financière peut-être de recevoir un certain montant, alors qu'à l'heure actuelle, on sait qu'il y a urgence à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on se rassure justement que nous qui n'arrivons pas à être sur ce terrain là-bas en Tunisie, comment celles qui sont déjà présentes puissent travailler et apporter du secours à celles qui en ont besoin? Merci. D'une organisation qui se veut en fait un espace d'échange, de collaboration entre différentes organisations qui travaillent sur le terrain, des organisations féministes. Et en fait, ce qui ressort des différentes interventions, je pense, des interventions tout aussi pertinentes les unes que les autres, c'est qu'il y a un vrai besoin en fait de collaboration accrue entre les organisations féministes et les institutions philanthropiques ou de financement, pour qu'il y ait une consultation accrue afin de prendre en compte tous les aspects d'inclusion en termes de classe sociale, de race et de genre. Maintenant, je voudrais savoir en fait comment est-ce que des organisations naissantes qui se retrouvent très souvent bloquées dans ce cercle vicieux-là de manque de financement et de pérennisation en fait, parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des opportunités de pérennisation étant donné qu'elles n'ont pas de financement, et elles n'ont pas de financement parce qu'elles n'ont pas cette expérience-là sur le terrain. Donc quels exemples ou quelles peut-être recommandations pratiques est-ce que vous aurez pour ces organisations-là? Merci. Je pense qu'il y en a une qui a posé les questions sur les femmes réfugiées. Donc quand je parlais tout à l'heure de groupes vulnérables, etc., cette catégorie de femmes fait partie des populations vulnérables et aussi c'est une population qui mérite beaucoup d'appui, tant sur le plan psychologique, sanitaire, financier, etc. Et vous avez posé la contrainte que ces femmes ne reçoivent pas directement des financements.
Moi, c'est là où je positionne des organisations de femmes féministes. Parce que ces femmes réfugiées ont besoin d'accompagnement, ont besoin de renforcement de capacité. Et les financements, généralement, vont dans des organisations formalisées. Et le milieu des réfugiés, les femmes réfugiées ne sont pas formalisées. Mais ces mouvements féministes que vous êtes, ou bien les ONG féminines, peuvent servir d'intermédiaires pour accompagner ces femmes, les organiser, porter le plaidoyer et recevoir le financement pour pouvoir servir d'interaction entre les philanthropes, les organisations internationales et ces populations vulnérables. Il est vrai que ce n'est pas facile. De plus en plus, on a tendance à donner des vivres aux réfugiés, à parler d'état civil, il faudrait les remettre à niveau sur le plan état civil, etc. Mais aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a des besoins pratiques qu'il faudrait régler. Et les besoins pratiques, c'est la survie, c'est la nourriture, mais en même temps, des activités économiques. Tant que la femme n'a pas des activités qui lui permettent d'être suffisamment autonome, ne pourra pas sortir de sa situation. Donc pour moi, en tout cas, les organisations de femmes, féministes, les ONG, etc., devraient pouvoir porter ce plaidoyer et aller sur le terrain, accompagner ces femmes et pouvoir monter des projets, aller se mettre sur la table des bailleurs de fonds pour pouvoir mobiliser des financements. Maintenant, il y a aussi un effort à faire de la part des institutions financières pour pouvoir permettre à ces organisations de recevoir ces financements et de les mettre à niveau, au niveau des réfugiés. Je pense que c'est des deux côtés et c'est un éternel plaidoyer. Hein. Le milieu des finances, des philanthropes, etc. C'est un éternel plaidoyer. Ça évolue. Chaque année, comme on l'a dit, ce quinquennat, c'est une problématique sur le VIH-Sida, une autre fois c'est Covid, une autre fois c'est les réfugiés, etc. Mais je pense qu'on n'en aura jamais fait assez. Il faut porter le plaidoyer et je pense que la problématique des réfugiés reste de taille jusqu'à maintenant. C'est à plusieurs niveaux. Sur la collaboration et surtout les nouvelles organisations, je pense que c'est Fatimata qui a posé cette question. Il est vrai que de plus en plus, même au Sénégal, on le voit dans la salle, les expériences ne sont pas les mêmes. On a des organisations qui sont là depuis des années, qui ont déjà eu de l'expérience à pouvoir capter des financements et à d'autres qui ne le sont pas du tout. Mais moi, je fais surtout appel à la collaboration. Il faudrait que aussi, dans le milieu des mouvements de femmes, qu'il y ait cette collaboration et même ce système de parrainage, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi. Il y en a qui ont de l'expérience, d'autres qui n'en ont pas, mais aussi les bailleurs de fonds et les philanthropes ont des procédures. Il y a beaucoup d'appels à propositions, j'imagine que c'est de ça qu'elle parle. Des fois, il y a des appels à propositions qui sont lancés, mais à un certain niveau, il est demandé beaucoup d'expérience que l'organisation n'a pas, mais pourtant c'est une organisation assez structurée, dynamique, et qui porte un plaidoyer, mais qui n'a pas eu l'opportunité de pouvoir faire valoir une expérience. Pourquoi ne pas être ensemble? Il faudrait que dans le mouvement féministe aussi, dans ces organisations, que vous puissiez entre vous s'accompagner, être ensemble pour répondre à certains appels à propositions. Et je pense que c'est ça qui donne de l'expérience. Et aussi, se rapprocher des différents agents. Je pense que des fois aussi, il y a de petits projets, c'est des micro-projets peut-être, mais qui permettent à l'organisation de porter un plaidoyer, d'accompagner des organisations de femmes à la base, et c'est ça qui devra pouvoir capitaliser l'expérience. Des agents sont là. Donc, juste sur la santé, je pense que peut-être qu'il y a d'autres qui vont pouvoir répondre. Je vais voir s'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Oui, Caroline, je pensais aussi à ce type de fonds féministes qui sont capables de débloquer des fonds de manière flexible et rapidement par rapport à des situations comme celle-là. Sur la question des organisations naissantes, je ne sais plus où est la personne là-bas. L'idée, effectivement, pour nous, en tout cas à Equipop, c'est d'éviter d'entrer dans des logiques concurrentielles et ces questions d'appel à projet. Donc on fonctionne beaucoup avec des organisations qui viennent vers nous. Et il y a cet enjeu, comme ça a été rappelé avant, de pouvoir influencer les bailleurs sur la manière dont on utilise les fonds qu'on mobilise, le fait de pouvoir avoir des cadres plus souples
éviter des reportings. Bon, alors on est nous-mêmes contraints, mais on essaye de plaider pour limiter au maximum pour que ça s'adapte aussi aux réalités des petites organisations qui n'ont pas la temporalité d'une organisation avec 25 personnes dans le staff, de faire des reportings et des canevas à n'en plus finir. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Je sais plus, j'ai perdu le fil de mon idée. Je sais plus. Bon, ça va me revenir. Et l'autre point, c'était ma chère Ndaikradi. Je pense que l'idée, c'est œuvre collective. Je pense qu'il faut qu'on arrive, différentes organisations que nous sommes, qui arrivons à mobiliser des fonds, à le faire et avoir aussi des logiques transnationales, parce que je pense que c'est le poids qui fait aussi effet et faire pression. Et c'est aussi l'idée de plaider pour une diversité de formes de fonds aussi, entre guillemets, c'est pas péjoratif, des petits fonds flexibles, mais aussi des grands fonds durables. Je rejoins mes collègues sur la question de la temporalité, c'est un enjeu crucial sur les questions de financement. Donc je pense que c'est aussi valable pour les questions que tu portes autour des enjeux médicaux et spécifiquement liés au corps des femmes, parce qu'on n'y reviendra jamais assez, mais ces questions se posent là pour les questions des corps des femmes. On ne met pas les moyens nécessaires. Donc voilà. Merci. Ce que vous avez dit est vraiment très important dans le sens que le secteur de la philanthropie est un petit peu hypocrite sur la question parce qu'on vous dit vous êtes un groupe naissant, vous n'avez pas suffisamment d'expérience, mais ce n'est pas faux parce que ce n'est pas vrai parce qu'en général justement les personnes qui mettent en place un groupe sont des personnes expérimentées. Elles ont souvent 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience. Par exemple, ma maman qui est là, elle décide demain de créer un groupe ou de réflexion, une association. On lui dira, ok, votre association est née hier, donc vous n'avez pas suffisamment alors que c'est une qui a près de 30 ans, plus de 30 ans d'expérience sur la question. Donc il faut aussi revoir ceci. Et à l'ISAO, justement, c'est ce que nous validons, parce que pour nous, même si vous êtes créé ce matin, vous êtes éligible au financement de l'ISDAO. Ça, c'est un. Deuxièmement, la question de l'enregistrement. Parce qu'on dit aussi aux organisations, oh, il faut être enregistré, il faut avoir tel statut, blablabla, et tout ce qui va avec. Et ceci est problématique parce que dans certains contextes, effectivement, les organisations LGBTQI ne peuvent pas s'enregistrer pour les raisons que vous connaissez. Donc, pour nous, l'enregistrement n'est pas une condition sine qua non pour avoir accès au financement. Donc, que vous soyez un groupe né il y a quelques minutes et que vous ne soyez enregistré ou pas, vous êtes éligible au financement de l'ISDAO parce que nous croyons à l'autodétermination donc des personnes. Et c'est ce plaidoyer philanthropique aussi que nous engageons auprès de bailleurs de fonds d'aller dans cette direction. Merci. Merci Stéphane. On a mis les mots sur les choses qu'il faut changer, mais souvent on ne met pas les mots sur les bailleurs. Moi je pense qu'une idée est de commencer à produire des rapports où on classe les bailleurs en fonction des financements que ces bailleurs nous proposent. On sait ce que c'est un financement féministe. Ouais. Donc, en termes de redevabilité, on commence à produire des documents ou du contenu où on classe les bailleurs en fonction si le financement est féministe ou pas, décolonial ou pas, et on les tient responsables de ce qu'ils proposent. Delors Nesmond-Pi de la Côte d'Ivoire, journaliste féministe. Alors moi, mon intervention était plaidoyer sur le financement de la recherche. Ce matin, on était d'accord pour dire que la recherche elle est multiforme et que ce n'est pas seulement à l'université. Généralement, les offres que nous voyons, ce sont des recherches pour les chercheuses ou les chercheurs. Nous, en tant que journalistes, nous avons également besoin de fonds pour des recherches journalistiques, pour des investigations journalistiques afin de déconstruire. Donc, c'est un plaidoyer pour que cela soit mis à l'agenda des bailleurs. Merci. Tout à l'heure, il a abordé l'hypocrisie de la philanthropie. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'en fait, quand on parle... Oui? Je vais essayer de parler plus fort. Donc, moi, ma question, c'est de savoir, en fait, quand on parle de financement, pour avoir accès au financement, au-delà de toutes les problématiques dont on a parlé, est-ce que ce n'est pas... D'accord.
Donc je disais, est-ce que en fait, au-delà de toutes les problématiques dont on a parlé ici, est-ce que l'accès au financement, en fait, ce n'est pas plus une question de buzz, que la thématique soit, comment dire, à la mode? Je donne notre exemple. Nous, on est nés depuis 2020. Il a fallu qu'on ait des cas de violence obstétricale et gynécologique dont on a parlé sur tous les réseaux sociaux, dont il y a eu des actions en justice, pour que tout d'un coup, oh là là, on se souvient, on a vu une plateforme et tout le monde a commencé à nous appeler. Les organismes internationaux, on a eu des appels de toutes les télévisions françaises, européennes, les télévisions locales. Mais ce qui se passe maintenant, et ça, je le remarque depuis 2020, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un scandale, on se souvient de nous, on nous propose des petits trucs. Quand il n'y a plus le scandale, c'est fini. Donc, je me demande, est-ce que ce n'est pas la même chose qui se passe pour les financements? Est-ce que quand je viens, par exemple, je dis que je mets dans mon laïus les termes genre, etc., vous allez plus m'écouter? Est-ce que quand je viens, que je parle d'une problématique qui existe, par exemple, si on parle d'une violence contre les enfants, à l'instant T d'où on en parle, je viens, donc là, ça veut dire que cette organisation peut être intéressante parce qu'elle correspond à une thématique qui est intéressante en ce moment. Donc ça, c'était ma question. Oui, juste rapidement, je pense que ce que vous adressez là, c'est aussi l'une des problématiques de comment les milieux philanthropiques sont aussi des milieux voyeuristes. Et quel genre de voyeurisme ça crée? Parce que ce soit dans le cas de la Tunisie, que ce soit dans le cas des violences obstétriques, que ce soit dans le cadre des violences sexuelles et sexistes et du racisme, ce qu'on demande aux gens, c'est d'exposer leur peine. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'exposer quelque chose qui les a traumatisés et qui les retraumatise et que ça soit rendu public. Et ça, c'est une forme de voyeurisme qui réinsère de la domination. Parce qu'en fait, du coup, on n'est pas en contrôle de ce qui nous arrive et on n'est pas en mesure de mettre en place un parcours de guérison. Parce que le parcours de guérison, ça va à l'encontre des logiques de financement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et je pense que c'est une question hyper importante. Et effectivement, du coup, quand on a des systèmes d'autodétermination, donc les parcours participatifs, des systèmes de redevabilité par les bénéficiaires des fonds, quand on a des systèmes d'autodétermination, toutes ces dynamiques-là, elles disparaissent. Et c'est pour ça que les financeurs et les bailleurs de fonds, ils sont un peu réticents. Parce que ce qu'ils veulent, c'est pouvoir montrer « Oh oui, on a aidé cette pauvre petite fille qui a été violée, nanana, nanana. » Mais en fait, elle vous a pas demandé de mettre son cas en avant. Et je pense que l'un des trucs, l'un des arguments que Hakima Abbas, elle dit souvent, on est sur les images, mais on n'est pas on reçoit pas l'argent. On est sur toutes les images de Action contre la faim. On est sur toutes les images. Moi, j'ai jamais vu autant d'empressement à partager des images d'une femme morte avec son enfant que ce qui s'est passé en Tunisie. Est-ce que vous vous rendez compte? Cette femme, elle est morte dans des situations, dans des conditions immondes, innommables. Même la dernière dignité de la maîtrise de son image, elle l'a pas. À qui d'autre on fait ça qu'avec des femmes noires? Qui d'autre on monte le corps comme ça, partout, pour dire il faut vraiment éveiller les consciences? Éveiller les consciences, ça fait 500 ans qu'on est maltraité. Si vous n'avez pas compris la condition des femmes noires aujourd'hui, quand est-ce que vous allez comprendre? Et je pense que ça, c'est aussi l'une des points de plaidoyer qu'il faut vraiment pousser. C'est en fait, si vous avez besoin de voir la souffrance pour la comprendre, votre dynamique, elle est extractiviste. Et elle est violente. Et ça, il faut vraiment le répéter. Et il faut que les gens qui soient en capacité de le faire, le répètent encore et toujours. Extrêmement riche, extrêmement édifiante. Ça vient vraiment compléter la présentation de Dr Awafal Diop qui a ouvert cette conversation, et je suis heureuse de pouvoir la terminer ensemble. Il y a beaucoup de questionnements qui ont emmené, il y a beaucoup de réflexions qui ont été apportées, des suggestions qui ont également été apportées, nourries par d'autres résonances, d'autres réflexions qui ont déjà été menées ailleurs également. Donc une conversation continue, un mouvement qui porte le questionnement du pouvoir et du financement également de manière continue, de manière transnationale, de manière transversale également. Donc merci beaucoup. Et puis je vais donc clôturer ce dernier panel de la journée. Je vais appeler Tata Kumba pour l'animation de notre dernière activité de clôture.